Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI ont prêté serment ce lundi devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. C'est également en présence de plusieurs autres invités. Les détails dans ce journal. Le gouvernement béninois a ordonné la fermeture de plusieurs établissements privés en situation irrégulière, dont ceux spécialisés dans les formations en santé. Vous suivrez dans cette édition les explications de Doudia Mouzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur. Et puis hors du Bénin, les autorités zambiennes ont annoncé avoir suspendu des autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées, une décision prise quelques jours seulement après la réélection de Edgar Lungu à la tête du pays. Voilà pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, a installé ce lundi au siège de son institution les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, en présence des représentants de diverses institutions. Ils sont au total 11 membres, à savoir les 9 députés désignés et le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, en plus du directeur du service national en charge de l'état civil. Le président Olo a rappelé à ses nouveaux membres du COS-LEPI l'importance de leur tâche qui consiste essentiellement à garantir la fiabilité du fichier électoral afin que les opérations électorales soient transparentes, crédibles, impartiales et se déroulent dans un climat apaisé. Le gouvernement a ordonné la fermeture de plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur en situation irrégulière. Parmi ces établissements figurent ceux spécialisés dans les formations en santé qui fonctionnent de façon illégale. Pour le gouvernement, le secteur de la santé doit être préservé. Doudia Mouzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur, nous donne ici quelques explications à propos de cette décision. Aucun établissement n'est autorisé à donner des formations en santé qui le fait déjà aujourd'hui. Donc, sur la place publique, les établissements qui donnent la formation en santé n'ont reçu aucune autorisation. Conclusion, il faut les fermer systématiquement parce qu'ils sont illégaux. Lorsque le travail a été fait, on s'est rendu compte que 99% des étudiants qui vont dans ces établissements, et ils sont une dizaine dans le pays, sont des étudiants étrangers. Donc on forme pour les pays de la sous-région et ils s'arrangent pour ne pas délivrer des diplômes béninois, puisque le Bénin a interdit cela, et délivrer des diplômes des pays limitrophes. Le seul qui a été autorisé provisoirement n'a pas encore démarré. Donc, conclusion, ceux qui donnent aujourd'hui dans la santé n'ont reçu aucune autorisation pour le faire et par conséquent doivent être purement et simplement fermés. Et quand je dis formation de santé, à la date d'aujourd'hui, ça signifie infirmier, infirmière, ça signifie sage-femme, ça signifie médecin et ça signifie pharmacien pour le moment. L'ancien chef de l'État, Thomas Boni-Yayi, fait toujours parler de lui. Certains de ses déplacements, notamment sa dernière visite à l'aéroport de Tourou à Parakou, créent des polémiques et suscitent beaucoup de débats. Voici la lecture que font certains journalistes. Boni-Yayi, 10 ans, c'est fini. Ce slogan de l'Alliance Soleil, à la veille de l'élection présidentielle de mars 2016, dérangeait sérieusement Boni-Yayi encore au pouvoir. Et même après avoir laissé le pouvoir, l'homme semble ne pas accepter cette expression. En témoignent les sorties, tournées et visites dans certaines localités du Nord. La dernière en date, la visite de l'aéroport de Tourou, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions, surtout dans les médias. Pour un chef d'État qui vient de quitter le pouvoir, c'est parti sans parti, c'est parti en faisant ombrage quelque part à l'actuel. Il est dans la faute, de mon point de vue. Il est dans la faute. Il y en a qui disent qu'aucune loi ne l'interdit. Non, en se comportant de cette manière-là, Boni-Yayi est dans la faute. Il n'a pas fini de donner son énergie. En fait, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il faut tout simplement l'observer et le canaliser.
En condamnant aussi ces agissements de l'ancien président Boni Yayi, d'autres trouvent qu'il cherche plutôt à réveiller la classe politique et à occuper le terrain en absence du président Patrice Talon, très effacé. On critique à tort et à raison peut-être Boni Yayi, mais il faut reconnaître que c'est Boni Yayi aujourd'hui qui anime la vie politique, la vie publique. Le président Talon ne s'affiche pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa poursuite, ce n'est pas sa méthode de travail. Mais en dehors de lui, de Boni Yayi aujourd'hui qui revient encore perturber le calme plat de l'État, il faut reconnaître que la classe politique a démissionné. Il faut alors mettre à l'actif de Boni Yayi ce qu'il fait, il faut le saluer, même si on doit lui demander de savoir aussi raison garder, de savoir rester dans ses limites. Mais c'est évident que Boni Yayi, en agissant ainsi, provoque le débat et agite l'opinion publique nationale. Mais au-delà de ces agitations, interrogeons-nous sur les mobiles de ces comportements. Pour certains, c'est peut-être lié à la personnalité et à la psychologie de l'homme. Pour lui, il n'a pas fini de gérer le Bénin. En fait, c'est une question d'esprit, de préparation. Il ne s'est pas préparé pour descendre du pouvoir. Vous savez, dans d'autres circonstances, pour quelqu'un qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il faut que déjà à partir de 8 ans, qu'il se prépare à rentrer dans une autre phase. Parce que si vous restez actif 10 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas en 4 mois que vous allez retrouver vos esprits et savoir que vous avez quitté le pouvoir. 6 avril, le jour symbolique où le président Patrice Talon était investi, Boni Yayi, lui, il était en tournée, il s'affichait encore comme le président du Bénin. Et donc, il cherche noise, comme diraient les Anglais, et c'est à prêter flanc à ce jeu-là qu'il pourrait avoir peut-être de troubles. Bon, on ne sait pas aujourd'hui s'il a vraiment de troubles derrière. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment des férus qui comptent avec lui que le Bénin ce serait avec Boni Yayi. Pour la paix et la cohésion nationale, le chantre du changement et de la refondation, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, doit accepter son nouveau statut et apprendre à s'éclipser. Culture à présent, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur entend promouvoir la culture vaudou au-delà des frontières béninoises, un objectif qu'il compte atteindre notamment à travers l'organisation du Festival Vaudou, un festival dont la première édition se tiendra cette année du 22 au 24 octobre à Bruxelles en Belgique. Plus de détails avec Inos Dossou, délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Eh bien, c'est un festival qui tente à promouvoir la culture du Bénin, le patrimoine historique et culturel du Bénin. Pourquoi Bruxelles? Parce que après New York, Bruxelles est la deuxième plus grosse capitale diplomatique au monde. Nous avons 190 nationalités, donc 190 nationalités qui se côtoient quotidiennement. On s'est dit que c'est le lieu idéal pour parler de notre culture. Parce que ce patrimoine-là, quelquefois un peu mal interprété, par pas forcément des personnes qui ont envie de faire du mal, mais peut-être par des personnes qui ne comprennent pas la réalité de ce que c'est que le vaudou. Vaudou en tant que culture et patrimoine historique du Bénin. À partir du 22 octobre prochain, nous allons étaler la culture vaudou sur 3 jours à travers donc des conférences de presse et débats qui vont être animés par des professeurs d'université, par des prêtres vaudous, par des dignitaires vaudous qui vont venir de partout du monde. Et puis après, nous aurons ce qu'on appelle l'étape des tables et terroirs, en fait, qui essayera de recentrer un peu la gastronomie béninoise, donc de l'ex-Dahomey, qui est aujourd'hui mondialement connue dans d'autres pays comme Cuba, Brésil, Haïti ou la République dominicaine ou même le Pérou ou la Bolivie. Et puis alors après, nous allons finir le festival par un concert gigantesque, authentique, d'instruments authentiques, qui sera animé par Sago Andanialou, José Elma et d'autres artistes qui viennent de partout de pays qui ont un rapport avec le Bénin. Il y aura effectivement aussi ce qu'on appelle une performance live de l'artiste Rafi Okefolaran qui vit à Auxerre et qui est un artiste plasticien très très connu dans le monde entier. J'inviterai les hommes de médias que nous sommes à puiser à juste titre cet ensemble constitué par des valeurs inestimables que nous avons, des valeurs qui font de nous, Béninois à l'étranger ou à l'intérieur, de vrais Béninois authentiques. Parce que si c'est construit des Boeing 777 ou si c'est construit des plateformes pétrolières, on en est très très loin. Pendant que la culture vaudou, on en a en nous déjà. Chacun de nous a une petite part vaudou, ça c'est certain.
Avant de retrouver l'actualité sur le continent, les méthodes d'archivage ont beaucoup évolué au fil des années en intégrant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, la numérisation des archives est désormais nécessaire pour leur conservation. Élément de réponse dans ce reportage. Papier en détérioration, salle d'archivage devenue trop exiguë pour conserver les archives. Les problèmes de conservation des archives sont devenus courants au Bénin. Pour pallier ces difficultés, la solution est toute trouvée, la numérisation des archives, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles. Pour Arthur Vido, historien et enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, le recours à cette méthode d'archivage est urgent pour le Bénin. Parce que c'est des documents anciens qui ont été reproduits sur des supports vieillissants et qui sont carrément en voie de dégradation. Donc on ne peut pas les photocopier tout le temps. Il faudrait les photographier ou soit les scanner et les stocker sur des sites internet. D'abord sur le site internet des archives nationales du Bénin, premier point, et les stocker aussi dans des ordinateurs qui seront paquets au niveau de la direction des archives nationales et qui pourront permettre à n'importe quel usager de pouvoir les consulter en temps réel. Heureusement, des efforts de numérisation des archives existent déjà au Bénin. Le début des années 2010, il y a eu la création d'un site internet des archives nationales qui présentait quand même quelques documents du fonds colonial qui datent des années 1840. Et il y a aussi des documents qui sont issus du fonds contemporain des années 1960 à 1990, tout ça. C'est quand même un effort ou un progrès, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a d'autres pays, des pays beaucoup plus développés que nous, comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont jusqu'à présent pas de site internet qui présente des fonds d'archives issus de leur région. Le combat contre la détérioration des archives écrites et audiovisuelles du Bénin est cependant loin d'être gagné. Bien au contraire, il s'agit d'une tâche difficile. Nous ne pourrons pas encore aller au numérique sauvage. Nous irons au numérique de façon progressive. Nous avons besoin de numériser, mettons, le support papier. Pourquoi? C'est pour faciliter l'accès à ces documents. C'est ça la fonction principale même du numérique, de la numérisation au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour conduire, n'est-ce pas, l'innovation technologique appliquée à la gestion des archives. Ce n'est qu'à ce prix sauvegarder pour la postérité les sources de son histoire. Les nouvelles du continent, le sud du Soudan, par la voix de son vice-président, conteste la résolution 2034 de l'ONU. Elle prévoit en effet le déploiement de troupes onusiennes dans la capitale du sud du Soudan, théâtre de violents combats, en juillet. Mais le nouveau vice-président du Soudan du Sud a émis des réserves concernant cette résolution de l'ONU. Commentaire Fréjus Séoulan. Le déploiement de la force de protection onusienne à Djouba est désormais incertain. Cette force, qui doit comprendre 4000 hommes et dont la création a été votée le 12 août par le Conseil de sécurité des Nations Unies, risque de ne jamais exécuter son mandat pour lui permettre de protéger la population de Djouba. Alors que ce lundi, le secrétaire d'État américain John Kerry et la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Amina Mohamed, après une réunion à Nairobi, ont appelé au déploiement de cette force. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son nouveau vice-président Tabang Deng ont fait part de leur réticence sur ce déploiement annoncé de nouveaux casques bleus qui, selon eux, portent atteinte à la souveraineté du pays. Nous contestons la résolution de l'ONU 2304. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejetée parce qu'elle sape la souveraineté du Soudan du Sud. La résolution 2304 propose de prendre en charge la gestion de l'aéroport de Djouba. Mais aucun gouvernement ne serait prêt à céder la gestion de ces aéroports à des étrangers. Cette réticence fait suite à un refus catégorique de ce déploiement, alors que début juillet, des combats ont opposé les troupes du président Salva Kiir à celles loyales à l'ex-chef rebelle Riek Machar, faisant plusieurs centaines de morts. Ces combats ont mis en péril un fragile accord de paix signé en août 2015 pour tenter de mettre un terme à une guerre civile dévastatrice débutée fin 2013, moins de 2 ans après l'indépendance du pays. Quant à l'ex-chef rebelle évincé de son poste de vice-président et remplacé par Tabang Deng après le combat, il se dit prêt
a quitté la République démocratique du Congo voisine où il a trouvé refuge pour rentrer à Juba lorsque la nouvelle force de protection onusienne sera déployée dans la capitale. Les autorités zambiennes ont annoncé avoir suspendu les autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées, une décision prise quelques jours seulement après la réélection de Edgar Lungu à la tête du pays et qualifiée de censure par l'opposition. Le commentaire signé Antoinette Sabou. Movi TV, Radio Komboni et Radio Iteshi Teshi sont les 3 médias privés zambiens suspendus pour leur couverture médiatique lors de l'élection présidentielle du 11 août dernier en Zambie. Le manque de professionnalisme dans le traitement des informations électorales est la principale raison de leur suspension, ce qui aurait mis en danger la paix nationale et la sécurité dans le pays, a déclaré Justin Matalé, président de l'autorité indépendante de l'audiovisuel. Ce dernier aurait décidé de façon unilatérale de retirer avec effet immédiat les licences de ses organes de presse. L'avocat de la chaîne Movie TV se prononce. Une lettre a été envoyée ce soir à Movie TV afin de suspendre leur licence. La loi amendée de l'IBA, Autorité indépendante de l'audiovisuel de 2010, selon laquelle le comité pourrait annuler la licence si cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, la paix. Une telle décision a suscité des réactions, notamment dans le rang de l'opposition zambienne. Selon Hakainde Hichilema, candidat de l'opposition battu à la présidentielle, cette mesure, je cite, est une nouvelle tentative du gouvernement de vouloir museler la liberté d'expression. Fin de citation. Il est important, a-t-il poursuivi, que les Zambiens puissent s'unir pour se protéger de la dictature d'Edgar Lungu, le président qui a été réélu lors du scrutin d'août 2016. Et puis à Madagascar, 2 Français travaillant comme bénévoles pour une association ont été tués et leur corps retrouvé dimanche sur une plage de l'île touristique de Sainte-Marie, ont annoncé les autorités malgaches et françaises. Les 2 Français travaillaient pour Cetamanda, une association qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères marins. Suivons ici les propos du ministre malgache du Tourisme. Le gouvernement condamne cet acte. Et on vous rassure que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que ce n'est pas représentatif des problèmes ici à Madagascar. C'est un acte isolé. Et Madagascar, c'est l'île au trésor, c'est un havre de paix et tout le monde peut venir. Hors de l'Afrique, aux États-Unis, la légende belge du jazz a rendu l'âme lundi, considéré comme le roi mondial de l'harmonica. Le musicien et compositeur belge-américain est décédé lundi matin à 94 ans après une longue carrière internationale au cours de laquelle il a joué aux côtés des plus grands noms du jazz. Commentaire. C'est dans son sommeil que la légende belge du jazz est décédée à l'âge de 94 ans après avoir été hospitalisé à cause d'une chute, a indiqué son impresario Verle Van de Poel. Monument du monde du jazz, il a joué avec les plus grands noms du milieu. Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Billy Evans, Frank Sinatra ou encore Oscar Peterson. Il a aussi accompagné des artistes comme Billy Joel ou Stevie Wonder. Né le 29 avril 1922 à Bruxelles, dans le quartier populaire de Marolles, où ses parents tenaient un estaminet, l'éternel moustachu, également guitariste de talent, est le premier musicien à avoir donné ses lettres de noblesse à l'harmonica chromatique, ce petit instrument de 15 cm de long, difficile à maîtriser. Instrument qu'il découvre en 1938 à l'âge de 16 ans. En 1957, il devient citoyen américain tout en gardant sa nationalité belge après s'être installé en 1950. Fait baron en 2001 par le roi Albert II, il est l'un des Belges les plus célèbres. En 2012, et malgré sa santé déjà chancelante, Tout Tielman, Jean-Baptiste de son vrai nom, triomphe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lors d'un concert célébrant son 90e anniversaire avant de reprendre une tournée qui le conduira aux États-Unis et au Japon. En 2014, sentant ses forces diminuer et afin de ne pas décevoir son public, il décide d'annuler tous ses concerts et de mettre un terme à sa carrière. L'homme a reçu de nombreuses distinctions, dont le Jazz Master Award accordé par les États-Unis, et en 2012, l'Académie Charles Cross lui a décerné un prix in honorem pour l'ensemble de sa carrière.
Touristes sujets au vertige s'abstenir. Le pont piéton en verre le plus long et haut du monde a ouvert au public samedi dans les spectaculaires montagnes de Zhangjiajie. Nous sommes en Chine. Long de 430 mètres et perché à 300 mètres au-dessus du sol, l'ouvrage est construit entre deux sols de ce parc naturel de la province du Hunan. Le pont d'une largeur de 6 mètres et constitué de 99 plaques de verre transparentes peut accueillir 800 personnes simultanément. Outre marcher sur la structure et profiter de la vue sur les pitons rocheux alentour, les touristes pourront également y sauter à l'élastique ou emprunter une tyrolienne. Seules 8000 personnes par jour sont acceptées sur le pont, les touristes devant réserver un jour à l'avance leur billet d'entrée d'un montant de 18 €. Afin d'éviter les chutes d'objets pouvant endommager la structure, les appareils photo et les bars à selfie ne sont pas autorisés. Le pont est l'œuvre d'un architecte israélien, Haim Dotan, déjà auteur de plusieurs édifices en Chine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous et à demain.